Voilà, on vient de franchir la barre des 200 inscrits. Je propose qu'on démarre tranquillement donc cet instant RH. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre donc sur cet instant RH. Je suis Hugues Defoy, donc directeur de la mobilisation du monde économique et social à l'AGFIP. Et j'ai le grand privilège aujourd'hui d'être accompagné de Caroline Dekerl, qui est la conseillère emploi donc, de la ministre Sophie Cluzel. Bonjour Caroline. Bonjour Hugues, bonjour Merci à tous. merci d'être avec nous euh, pour la présentation de ce baromètre. Alors, un baromètre qui a été lancé officiellement, si je puis dire, le 10 mars par les ministres Borne, Cluzel, en présence aussi de Thibaut Guilly, avec le manifeste pour l'inclusion, avec la GFIP, le FIP, en présence aussi du METI. Un baromètre qui est le travail donc collectif, si je puis dire, qui a vocation à inciter les employeurs finalement à s'engager sur le champ du handicap. Alors, engagés, il y en a beaucoup qui le sont. L'intérêt, évidemment, de cet outil, et on va le voir tout au long de cette présentation, c'est que justement, ça permet d'afficher cet engagement, ça permet de le faire savoir. Ça permet aussi évidemment d'envoyer un signal aux personnes en situation de handicap qui cherchent du travail et qui cherchent voilà, à rentrer en contact avec des employeurs, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, des employeurs qui sont engagés sur le sujet du handicap. C'est l'esprit de cet outil, puis on va le remettre évidemment en perspective avec l'ensemble des autres outils. Donc, merci à toutes et tous de nous avoir rejoints pour cette séquence de présentation. Alors, on est dans le cadre des activités du réseau des référents handicap. Juste un tout petit mot avant de démarrer. Le réseau des référents handicap que la GFIP anime, il est présent sur l'ensemble du territoire. Ce sont des ateliers pratiques, ce sont des webinaires, ce sont des modules d'appui à la professionnalisation. Et n'hésitez pas, pour ceux qui n'y seraient pas encore actifs, évidemment, à nous rejoindre, à contacter la délégation régionale de la GFIP ou à nous envoyer un petit mail. On vous mettra dans le chat l'adresse mail qui va bien pour tout ça. Ça fonctionne toute l'année. C'est présent sur tous les territoires, y compris les territoires ultramarins. Et puis, chaque année, désormais, nous faisons un grand rassemblement et on a d'ailleurs présenté d'ores et déjà le baromètre pendant l'université du réseau des référents handicap qui s'est tenue très récemment à Lille. Et évidemment, on en reparlera lors de la prochaine édition pour faire le point sur comment ce sujet a avancé. Voilà, j'en dis pas plus pour laisser la place donc à la présentation. Et Caroline, je te cède la parole. Parfait, merci Hugues. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait dans le chat déjà des premières questions, à savoir si le PowerPoint vous sera adressé. Oui, donc pas la peine de prendre des notes. Ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est peut-être de vous expliquer, revenir un petit peu sur la genèse de cet outil et surtout vous expliquer quel est le sens de cet outil. Je pense que c'est vraiment important. Et dans un deuxième temps, on rentrera vraiment dans le cœur de l'outil et on balayera ensemble l'ensemble des indicateurs. Et à cette occasion, ça sera, comme le soulignait aussi Hugues, la possibilité finalement de pouvoir mettre aussi un peu en lumière peut-être d'autres dispositifs qui ont été développés ces derniers temps et peut-être des choses un peu nouvelles que vous n'avez pas forcément encore tous et les uns et les autres en tête. Alors, pour revenir sur cet outil, je pense que déjà la première chose, et Hugues l'a dit quand il a rappelé le lancement il y a quelques semaines maintenant, c'est que c'est certes un outil gouvernemental, mais c'est surtout et avant tout un outil qui a été co-construit. Donc, c'est vraiment pas l'État qui prend seul son outil et puis qui ensuite demande à ce qu'il soit du coup que les employeurs publics et privés se l'approprient. C'est vraiment une démarche qui a été co-construite avec un certain nombre de réseaux, le FIP, la GFIP, l'association du Manifeste qui regroupe plutôt des grands dirigeants. Et surtout aussi, c'est un outil du coup qui a été testé avec un certain nombre donc de chefs d'entreprise de tailles différentes
pour voir aussi s'il était pleinement adapté et s'il n'y avait aucun souci pour pouvoir répondre aux indicateurs que l'on avait donc mis en œuvre. Alors, pour revenir sur la partie contexte, certains peut-être se souviennent, il y a eu une concertation, une grande concertation nationale il y a quelques années, 2018-2019, qui a d'ailleurs donné lieu à la stratégie Osons l'emploi. Et dans le cadre de cette concertation, avait justement émergé cette idée de se dire ça serait bien qu'on ait une sorte d'outil handicap, de baromètre. Bon, voilà, donc ça, c'est un premier élément contextuel. On est forcément également dans un contexte où vous êtes de plus en plus nombreux et d'ailleurs, le nombre ce matin d'inscrits en témoigne, donc de plus en plus nombreux à vous préoccuper de toutes les questions RH, inclusive, diversité. Et cet outil va répondre et est un outil qui participe justement aux politiques RH que vous mettez en œuvre. Bien évidemment, je ne rentre pas sur tout ce qui est notion de performance extra-financière pour notamment les grands groupes qui, depuis quelques années déjà, commencent à se donner un peu des indicateurs au-delà de la simple sphère financière. S'agissant des employeurs publics, vous savez peut-être que la loi de la transformation sur la fonction publique a imposé au FIP que les employeurs qui sont sous convention on puisse publier les résultats de leur politique RH inclusive. Donc là aussi, on répond à un besoin. Et enfin, s'agissant de la demande d'emploi, comme le signalait Hugues, on a de plus en plus de demandeurs d'emploi en situation de handicap ou alors de personnes qui sont en reconversion pro qui souhaiteraient avoir des informations sur le caractère inclusif des employeurs chez qui ils postulent. Et souvent, ils sont un peu désemparés en disant bah, on a du mal à avoir des infos. Sans oublier quelque chose aussi qui fait beaucoup sens en ce moment, et en tous les cas, on a beaucoup d'employeurs qui nous en parlent, c'est ce contexte de pénurie de main-d'œuvre avec la relance. Et finalement, on en parlera plus précisément tout à l'heure, mais cet outil, c'est aussi l'occasion finalement peut-être d'attirer aussi les jeunes générations. Donc là, on ne parle pas de sourcing inclusif, mais de sourcing en règle générale, avec une jeune génération qui recherche aussi à s'engager dans des entreprises qui portent un certain nombre de valeurs. Et le baromètre peut être un bon indicateur aussi pour ça. Alors, s'agissant des cibles de cet outil, il y a tout d'abord la cible presque qui est la société tout entière. Je crois que vous le savez encore mieux que moi sur le terrain, il y a encore quand même beaucoup d'idées reçues sur le handicap, beaucoup encore de préjugés. Et il nous apparaissait vraiment important de pouvoir libérer cette parole, de faire en sorte que le handicap, on puisse en parler librement, sans que ça soit un sujet parfois un peu tabou. Pas tabou forcément parce que honteux, quoique quand on entend certaines personnes qui disent j'ai osé avouer ma situation de handicap, on se demande quand même jusqu'où c'est pas tabou, mais aussi finalement parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup d'employeurs qui sont assez démunis, qui savent pas comment appréhender cette question, donc du coup on n'en parle pas trop, on ne sait pas comment traiter ça en entretien, voilà. Donc un des objectifs premiers, c'est vraiment de libérer cette parole, de donner de la lisibilité au sujet qui, vous le savez, concerne quand même beaucoup de personnes. Je vous rappelle, 85% de handicaps qui interviennent en cours de carrière et puis aussi 80% de handicaps qui sont invisibles. Donc, ça ne participait pas à rendre le sujet si visible que ça, du fait de ce caractère invisible en majorité pour les situations de handicap. Donc, voilà. Donc, premier sujet, première ambition, démystifier le handicap au travail. Deuxième cible, les employeurs, Hugues l'a rappelé, privés, publics, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille. Beaucoup, en fait, comme vous, s'engagent, font des choses hyper intéressantes en interne et parfois nous disaient on a besoin de le faire savoir. On fait des choses en interne, mais peut-être qu'on ne valorise pas suffisamment tout ce qu'on met en place dans nos organisations. D'autres nous disaient aussi on aurait besoin de pouvoir finalement un petit peu se challenger chaque année, voir notre progression de façon très rapide sur quelques indicateurs pour finalement se mesurer pour mieux progresser.
Et puis, quelque part, l'idée, c'est aussi de voir un peu ce que font les autres. Alors, absolument pas dans une perspective de se dire, de name in shame ou de dénoncer, on en reparlera tout à l'heure, c'est vraiment pas le sens du baromètre. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir se dire, bah, tiens, je suis dans tel secteur d'activité, j'ai une taille d'entreprise je sais pas, je sais pas, de 200 personnes, et je suis pas très bon, par exemple, sur l'apprentissage des personnes en situation de handicap. Bah, tiens, mon concurrent qui est à peu près sur le même secteur du coup et la même taille, lui, il a un pourcentage plus important, ça veut dire qu'il y arrive et ça veut dire que je passe peut-être à côté de certaines choses. Donc voilà, plutôt une comparaison pour s'améliorer et le baromètre peut du coup rend possible ces échanges et ces comparaisons. Troisième cible, les demandeurs d'emploi en situation de handicap, voire vos propres collaborateurs en situation de handicap. Je l'ai dit tout à l'heure, une grosse majorité de situations de handicap qui sont invisibles. Donc, beaucoup de personnes qui n'osent pas parler de leur situation de handicap. Vous le savez, puisque vous le vivez au quotidien, vos propres salariés parfois, même s'ils sont là depuis des années, qui ont encore la crainte de le dire. Alors, on est tous d'accord, ça relève du choix de chacun. Il n'y a aucune obligation de faire part de sa situation de handicap. Par contre, ça devient plus complexe quand la personne n'ose pas en parler, alors qu'en en parlant, on pourrait mettre en place un certain nombre d'aménagements, qu'ils soient techniques ou humains, qui lui permettraient d'arrêter de surcompenser et de se créer aussi une fatigue psychique. Et pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, beaucoup n'osent pas, à l'occasion de leur entretien de recrutement, dire qu'elles sont en situation de handicap, en se disant si je le dis, peut-être que je ne vais pas être prise. Et de l'autre côté, des recruteurs qui parfois n'osent pas, ne savent pas comment parler aussi de ces situations. Et comme ça ne se voit pas, ce n'est pas simple. Donc, vous allez voir, le baromètre peut aussi apporter des solutions par rapport à ces problématiques. Et enfin, de façon plus large, j'ai vu qu'il y avait des directions départementales du travail qui étaient connectées. Je crois que ce baromètre, c'est un outil aussi sur lequel peuvent s'appuyer tous les acteurs qui interviennent sur l'écosystème de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça va leur permettre peut-être aussi de pouvoir faciliter leur prospection d'employeurs, prospection pris au bon sens du terme. Je pense à des Cap Emploi, par exemple, à des structures de médico-social qui peuvent avoir des travailleurs d'ESAT, des salariés de A qui ont envie d'intégrer des entreprises ordinaires classiques. Ça peut être l'occasion pour ces acteurs de l'emploi de dire, bah, tiens, quels sont les employeurs qui sont un peu ouverts au sujet sur mon territoire pour que j'aille leur présenter peut-être des candidats. Donc, voilà les cibles. Je vous disais tout à l'heure que l'idée, c'était vraiment pas qu'on soit sur un outil qui fasse du naming chain. C'est vraiment un outil à caractère pédagogique. Ça, c'est vraiment extrêmement important et important que vous puissiez le remonter dans vos directions respectives pour rassurer tout le monde. On n'est pas déjà sur une obligation réglementaire. Donc, rien à voir avec l'outil égalité femmes-hommes. Là, on a choisi de partir sur la base du volontariat. Donc, chacun est libre ou pas de s'approprier le baromètre et de pouvoir afficher ces données. Par ailleurs, ce n'est absolument pas un outil qui sanctionne. De toute façon, comme il n'y a pas d'obligation réglementaire, il n'y a pas de sanction. Et c'est, une fois de plus, toujours pas le but. Et vous allez le voir, ce n'est pas du tout d'ailleurs un outil qui aboutit à un scoring. L'idée, ce n'est pas de répondre à des questions et d'arriver derrière à un score, vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. Ce n'est absolument pas ça. Vous allez voir, c'est des questions très simples. Parfois, c'est juste oui ou non. Donc, de toute façon, on ne peut pas arriver à un score une fois qu'on a rempli les indicateurs. Et par ailleurs, ce qui le c'est un différencie de l'autodiagnostic, par exemple. On y reviendra tout à l'heure. Oui, tout à fait, Hugues, et c'est ce que j'allais dire. C'est un outil aussi sur lequel on a décidé tous ensemble de faire des choix en termes d'indicateurs retenus. On aurait pu choisir d'autres indicateurs. Ce qui a prévalu, c'est qu'on a essayé que ça soit simple, que ça ne vous mette pas 20 ans pour remplir cet outil. Et donc, du coup, on a forcément arbitré parmi tous les indicateurs qu'on pouvait choisir sur chaque item. Donc, ce n'est pas non plus un outil qui évalue de façon exhaustive toute votre politique handicap. Et ça, mais Hugues pourra en dire un mot tout à l'heure, c'est peut-être plus l'outil autodiagnostic qui peut vous permettre d'avoir une vision un peu plus large de toute votre politique handicap inclusive, enfin RH inclusive. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment un outil qui vous permet d'afficher
ce que vous faites sur un certain nombre d'items qui sont, vous allez voir, des items assez, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est des items qu'on retrouve quand on porte une politique inclusive, et puis de pouvoir finalement valoriser ce qu'on fait et se projeter chaque année, puisque chaque année, l'idée, c'est que vous puissiez actualiser vos données. Et on peut En même termes en d'utilisation, dire un tout petit peu plus d'ailleurs, puisqu'il y a une partie commentaire qui est libre, là pour le coup, oui, qui va compléter effectivement les items qui seront renseignés, où là l'entreprise peut s'exprimer sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle souhaite mettre en valeur en matière d'action, de politique handicap. Voilà. Et donc ça c'est important, puisque ça c'est un espace qui est complètement libre. ouais, tout à fait. En termes d'utilisation, là aussi, pour que l'outil soit le plus accessible possible, c'est sous votre propre responsabilité, donc autosaisine de l'employeur. Et donc, là encore, c'est vous qui êtes garant des données que vous affichez. On ne va pas aller les contrôler. Pour autant, on va créer un petit comité de suivi, d'une part, pour faire évoluer l'outil, parce que c'est un outil qu'on a lancé il y a très peu de temps. Forcément, c'est un outil qui s'enrichit aussi de vos remarques. Donc, on a déjà des choses en tête qui nous ont été remontées et qu'on va faire, dont on va tenir compte. Dans ce comité de suivi, on regardera quand même s'il n'y a pas des choses qui nous paraissent complètement aberrantes. Mais après, vraiment, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous affichez. Pour pouvoir saisir vos données, vous pourrez les saisir à différents endroits. Vous retrouverez le baromètre sur le site de la GFIP, sur le site du FIP pour les employeurs publics, sur le site de l'Association des entreprises du Manifeste pour l'inclusion et sur le portail gouvernemental qui s'appelle « Les entreprises s'engagent ». Pour rendre accessibles les données, donc les personnes qui voudront prendre connaissance des données, là, il y aura une seule entrée, c'est sur le portail gouvernemental « Les entreprises s'engagent ». Donc, sur le portail gouvernemental, vous aurez les deux onglets, l'onglet « Je saisis » et aussi l'onglet « J'accède aux données », qui sont donc des données que vous publiez, donc qui sont totalement publiques. Quand je disais tout à l'heure que les Cap emploi ou autres pourront se saisir de ces données pour justement favoriser leur travail au quotidien, voilà, il n'y a pas de code, tout le monde voit. C'est aussi pour ça que c'est un outil qui peut aussi servir sur du sourcing inclusif avec des demandeurs d'emploi qui vont pouvoir regarder en disant bah, tiens, je cherche un emploi dans tel domaine, j'ai une entreprise qui est dans ma région et qui a saisi sur le baromètre, ça veut dire qu'a priori elle est plutôt ouverte au handicap. Bon, bah, je n'ai pas peur, je postule et je fais part de ma situation de handicap. Que vous dire d'autre? Les champs proposés, je vous disais qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Pour ceux qui portent déjà des politiques un peu structurées, on retrouve les axes classiques. Forcément, le taux d'emploi, on dira un mot tout à l'heure, parce que ce taux d'emploi, je pense qu'il faut quand même un petit peu parfois… on en reparlera. Donc, le taux d'emploi, la sensibilisation de l'entreprise au handicap et le fait pour elle de porter ou non une politique structurée en matière de handicap. Un troisième axe autour du recrutement, un quatrième axe sur un enjeu qui est très important et qui va aller de plus en plus, qui va être de plus en plus important au regard du vieillissement de la population active, c'est le maintien dans l'emploi, des collaborateurs en situation de handicap. Un cinquième item autour des achats inclusifs et un sixième axe sur l'accessibilité numérique. Avant de rentrer donc dans le cœur de cet outil, quelques informations sur la destination des données. J'ai vu que dans le chat, il y avait une petite question d'ores et déjà là-dessus. Alors, comme je disais, les données que vous allez publier sont accessibles publiquement à tous, donc sur le portail gouvernemental « Les entreprises s'engagent ». On a une notice, on y reviendra tout à l'heure quand on rentrera dans le cœur de l'outil, qui explique vraiment à ceux qui vont avoir connaissance des données le sens de cet outil. Et notamment, on a vraiment mis en avant de façon très, très claire ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir que cet outil, c'était un outil pédagogique. Il ne s'agissait pas, à travers de ces données, de dire « Ouh là là, lui, il n'est pas très bon là-dessus ». Ce n'est vraiment pas le sens qui est recherché. Et au contraire, ce qui est écrit de façon très, très affirmée dans cette notice, c'est qu'au final, les employeurs qui rentrent dans cette dynamique, ce sont tous finalement des employeurs plutôt bienveillants, puisque ce sont tous des employeurs qui ont cette volonté de s'améliorer sans cesse sur l'emploi des personnes en situation de handicap.
L'outil, comme je vous l'ai dit, il est évolutif. Et donc, pour accéder aux données, on a un requêteur qui va être aussi évolutif. Pour le moment, dans ce requêteur, on accède en fait à la fiche individuelle de chaque employeur. Donc, on peut faire une requête de mémoire par secteur d'activité aujourd'hui. On peut aussi faire une requête par département, je crois, par nom, bien sûr, d'entreprise. Un demandeur d'emploi qui dit, bah, tiens, je postule chez l'entreprise Y, hop, je me connecte, entreprise Y, est-ce qu'elle est dans le baromètre pour voir un petit peu comment elle se positionne sur le handicap. Et à terme, l'idée, ça serait qu'on puisse aussi éventuellement pouvoir faire des requêtes croisées, se dire, bah, tiens, je cherche, je sais pas, toutes les entreprises qui sont dans mon secteur d'activité, qui ont une taille un peu similaire à la mienne, pour voir combien ont participé à du OD. Du OD, de plus en plus, les employeurs y vont. Parfois, on peut avoir des directions qui disent bon, non, écoutez, on ne voit pas trop l'intérêt. Bah, ça peut être aussi intéressant pour des référents handicap de légitimer un petit peu certaines actions qu'ils veulent mettre en œuvre en disant bah, regardez, les autres y vont, pourquoi nous, on n'irait pas. Je pense que pour rebondir sur le rôle des référents handicap, cet outil, c'est aussi intéressant pour vous parce que le fait que vous puissiez, sur la base de quelques items, regarder où en est la structure et son évolution d'année en année, ça peut vous permettre aussi de constituer un peu un outil de pilotage pour vous de façon très rapide et de pouvoir, par rapport à vos directions respectives, dire bah voilà la photo de notre entreprise, de notre structure publique à aujourd'hui. L'année dernière, on était là, vous voyez, on a progressé sur tel axe, tel axe, tel axe. Voilà ce qui nous reste encore à mettre en œuvre pour être un peu meilleur sur tels autres axes. Donc, c'est aussi, je pense, un outil à la main des référents handicap, vraiment. Donc, voilà ce que je voulais d'ores et déjà vous dire en introduction sur le sens de cet outil. Je vous propose qu'on rentre maintenant dans le cœur. Et puis, bien évidemment, à la fin, je pourrais répondre, et Hugues aussi, à l'ensemble de vos questions ou de vos remarques. Donc là, on a fait des imprimes écrans sur le site Les entreprises s'engagent. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques employeurs publics qui sont connectés. Pour moi, les entreprises s'engagent, c'est les employeurs s'engagent. Alors, je n'ai pas réussi à négocier qu'on change le titre, ça s'appelle les employeurs s'engagent. Mais voilà, j'aimerais bien qu'il y ait une petite baseline qui permette de montrer que c'est vraiment tout type d'employeurs. Le portail Les entreprises s'engagent, c'est un portail gouvernemental qui est assez récent également. Et c'est un portail qui a pour vocation de se dire, quand on est un employeur et qu'on veut porter des politiques volontaristes sur le champ de l'emploi, parfois on se donne des cibles, les jeunes, les quartiers, le handicap. Et plutôt que d'aller chercher plein d'infos sur des sites différents, la vocation de ce portail, c'est une clé, une porte d'entrée unique. Et à l'intérieur, en fait, on retrouve un peu des briques. Je m'engage pour les jeunes, je m'engage pour le handicap, je m'engage pour d'autres publics. Donc là, vous avez sur cet écran là la page d'actualité quand on l'avait reprise. Elle n'est peut-être plus la même à aujourd'hui. Et puis, vous allez voir sur la page qui suit, on retrouve ce que je vous disais. Là, on a cliqué sur l'onglet « Je m'engage » pour donc l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Vous allez avoir plusieurs rubriques qui sont en construction. La GFIP participe d'ailleurs et le FIP aussi pleinement à la construction de ces différents chapitres. L'idée, c'est qu'on puisse vous donner des informations. Là, on n'est pas encore sur l'outil baromètre, hein, des informations, des outils surtout pour faciliter vos postes de référent handicap. Donc, voilà, c'est en construction. Et c'est dans ces chapitres-là que vous avez le baromètre emploi handicap. Je valorise mon engagement sur le handicap. Donc, on clique. On tombe tout de suite sur la notice. Comme je vous le disais, cette notice, en fait, alors on va peut-être aller sur la page qui suit, Caroline. Voilà, vous allez avoir « Je publie », vous voyez en haut, et « J'accède aux données ». Donc, « Je publie », c'est ce qu'on va regarder ensemble, c'est pour qu'on passe en revue tous les indicateurs. Et la personne qui veut accéder aux données, elle va cliquer sur l'autre onglet « J'accède aux données ». Vous avez le petit onglet en haut à droite « Consulter la notice d'explication » qui est affiché et chez « Je publie » et chez « J'accède aux données ».
Je pense qu'on va la faire évoluer pour la mettre de façon plus visible, parce qu'aujourd'hui, en plus, le terme notice, je ne suis pas persuadée que ça donne envie à tout le monde d'aller cliquer là-dessus. On se dit, oulala, notice, il va falloir lire plein de trucs, alors que c'est quand même très, très important de rappeler ce que j'ai fait tout à l'heure en amont de notre webinaire, le sens de cet outil. Donc, on va essayer de le travailler un peu différemment, mais le contenu, et je vous invite à en prendre connaissance, rappelle vraiment le sens de l'outil. Ensuite, donc, on a un certain nombre de champs obligatoires qui vont permettre justement de pouvoir après faire les requêtes. Donc, on va pouvoir avancer, Caroline, dans les champs obligatoires. On a déjà des informations sur votre structure. Quel est le nom de l'entreprise ou de la structure publique, la taille et le code postal pour permettre justement à des personnes qui souhaiteraient après faire des requêtes par territoire pour voir qui est l'employeur qui est à proximité de chez eux, pour faire une recherche par lieu géographique. Alors, le premier item, on a mis le taux d'emploi. Dans les premières remarques qui nous ont été faites, et pourtant les employeurs qui avaient fait cobaye ne nous l'avaient pas signalé, mais depuis, on a eu cette remarque et je pense qu'on va suivre la recommandation des employeurs là-dessus, c'est de mettre le taux d'emploi en dernier. Parce que finalement, quand on publie, quand on accède aux données, il y a, comme je vous disais, des fiches individuelles, on verra tout à l'heure, et la première chose qu'on voit, c'est le taux d'emploi, alors que pour nous, le taux d'emploi, certes, aujourd'hui, c'est un indicateur et c'est le seul indicateur en France, donc il faut en tenir compte. Pour autant, il ne veut pas toujours dire grand-chose, ou en tous les cas, on peut lui faire dire des choses différentes. Et alors je m'interromps parce que quelqu'un dit qu'il n'y a plus de son, donc je voudrais être certaine, Caroline, qu'il n'y a pas de problème technique. Non, c'est bon. C'est bon, on vous entend bien. Ouais. Très bien. On a toujours du son. Et d'ailleurs, sur du coup, les notices, on donne des exemples très concrets pour expliquer le taux d'emploi. Parce qu'on se dit aussi qu'il peut y avoir des médias qui vont prendre connaissance de ces données. De pouvoir réduire une entreprise à son taux d'emploi, c'est quand même un petit peu discutable. Dans la notice, par exemple, on explique qu'une entreprise qui a un site de production peut avoir un taux d'emploi plus important qu'une entreprise de service parce que le site de production peut aussi amener notamment par exemple des troubles musculo-squelettiques qui vont faire basculer des collaborateurs en situation de handicap. Et peut-être que cette dimension sera moindre sur une entreprise de service avec une population jeune. Parce que là aussi, l'âge moyen de vos effectifs peut avoir un impact sur le nombre de collaborateurs qui basculent en situation de handicap. Plus on a une population des effectifs élevés, plus on a des risques aussi de basculement en situation de handicap. C'est pour ça que ce taux d'emploi, il faut savoir l'appréhender correctement. Moi, je pense qu'un taux d'emploi très bas veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'on ne parle pas suffisamment au sein de la structure du handicap, parce que ça veut dire que forcément, vous passez à côté de certains salariés qui sont en situation de handicap et qui n'en parlent pas. Par contre, un taux d'emploi très élevé, il faut savoir l'appréhender. Ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise a une politique volontariste extrêmement importante. Je vois certaines entreprises parfois qui ont des taux qui diminuent alors qu'ils ont une politique très forte en termes de recrutement parce qu'ils n'arrivent pas à compenser des départs en retraite de certains collaborateurs en situation de handicap. Donc, tout ça est expliqué dans la notice. Et c'est pour ça que j'aimerais que la notice, on la travaille un peu différemment, parce que je pense que pour les personnes qui vont accéder à vos données, c'est vraiment important qu'ils aient ça en tête. Moi, je suis toujours un peu embêtée quand les journalistes réduisent la politique emploi qui est menée à l'égard des personnes en situation de handicap à l'évolution du taux d'emploi. Je pense qu'il faut qu'on voit aussi autre chose que seulement le taux d'emploi. Et c'est aussi ce qu'on a cherché à travers ce handicap, de sortir uniquement du taux d'emploi. Donc, on arrive justement sur les items un peu plus intéressant. Le premier, c'est donc l'item autour de la sensibilisation au handicap et à la conduite d'une politique handicap. Donc là aussi, je vous disais tout à l'heure, on a fait un choix. Le choix qui a été retenu en termes d'indicateurs, c'est le nombre de duos qui ont été formés dans le cadre de DuoD. Alors là, on a mis en 2021, ça sera à chaque fois à N-1. Pourquoi on a mis ça? Parce que de plus en plus, on a des employeurs qui s'approprient DuoD comme un moyen de sensibilisation. Ça peut être aussi, et de plus en plus, les employeurs y arrivent aussi à l'apprendre comme un moyen aussi de sourcing. Juste, j'en profite pour vous donner un petit ordre d'idée. Je vous rappelle 30 000 offres d'employeurs privés publics qui ont été déposées sur le site duod.fr l'année dernière.
et 17%, et ça me donne une réponse tout de suite au petit mot là, que je viens de voir dans le chat, 17% de duos l'année dernière qui ont donné lieu à une suite positive. On a fait une enquête à 1 mois, donc c'était quand même sur une échéance très courte. L'enquête a été sur le mois de décembre et 17% derrière, c'était du stage, de l'insertion directe, du contrat d'apprentissage. Et c'est vrai que la partie stage, il ne faut vraiment pas la négliger. Ça peut vous permettre justement de vous constituer un vivier de potentialité de candidats à aller après chercher à l'occasion d'un poste qui s'ouvre. Sachant que là, le duo D, il est bien dans la rubrique aussi sensibilisation, hein, on est d'accord. Voilà. Et après, là, on l'a mis dans sensibilisation. Alors, c'est vrai que parfois, on dit oui, c'est de la com. Enfin, vous savez, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est en 2022 et pour autant, il y a encore plein d'idées reçues. Et même si au départ, on a peut-être une entreprise qui dit tiens, je fais ça en termes de com, bah, pour autant, le fait de recevoir quelqu'un sur une journée, et je vous assure que je ne vous raconte pas, j'invente pas l'histoire, on me l'a encore raconté ces derniers temps, recevoir quelqu'un où on s'imagine et on s'attend à voir quelqu'un qui arrive en fauteuil et finalement de se retrouver avec quelqu'un qui ne ressemble pas à quelqu'un en situation de handicap, et ça bouleverse quand même les idées et ça permet quand même de prendre connaissance de la diversité des situations de handicap. Et on en a encore besoin et DuoD est aussi là pour ça. Alors, oui, je vois aussi cette petite remarque. C'est vrai que cette année, on a été un peu dépassé. Il y a eu plus d'offres que de candidats, plus d'offres d'employeurs. Donc, voilà, c'est des choses qui vont s'améliorer. Mais tant mieux, on ne va pas se plaindre. Ça veut dire qu'on a des employeurs engagés et qui sont prêts à accueillir des personnes. Alors, voilà, c'est toujours un peu frustrant. Voilà. Quand vous vous positionnez et puis que derrière, vous n'avez pas assez de candidats. Après, je vous rappelle, je vois qu'il y a pas mal de chats là-dessus, que DuoD, vous pouvez le faire toute l'année. DuoD, c'est rien d'autre qu'une période d'immersion sur une journée. Donc, vous avez aussi les fameuses PMSMP, les périodes d'immersion proposées par le service public de l'emploi, où ça vous permet d'accueillir quelqu'un en immersion chez vous. Vous savez que ça peut aller jusqu'à 2 mois. Et ça permet pour des personnes qui ne seraient pas en études et qui n'ont pas de convention de stage, que juridiquement, les choses soient abordées et sécurisées. La troisième question, donc, au titre de la sensibilisation, c'est quel est le pourcentage de collaborateurs qui ont bénéficié d'une sensibilisation directe au handicap. Donc, là-dessus, vous pourrez vous référer à la notice. On explique qu'est-ce qu'une sensibilisation directe. Pourquoi il nous a semblé très important de garder cet indicateur? C'est que, vous le savez, tant qu'on n'a pas sensibilisé un collectif de travail, on ne fera jamais du maintien dans l'emploi ou de l'insertion de façon, on va dire, optimisée. Parce que vous aurez toujours les collaborateurs qui vous diront « Ah oui, non, mais nous, déjà, on ne s'en sort pas. Donc, si tu nous mets quelqu'un en situation de handicap, on n'y arrivera pas. » Je ne l'invente pas, c'est encore des choses qu'on entend. On entend aussi « Ah bah oui, Madame Machin, oui, il faut la reclasser. » Mais chez nous, ça va peut-être être un peu compliqué. Ça serait mieux dans le service d'à côté. Ça aussi, on l'entend. Donc, il y a encore vraiment besoin de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs, du haut jusqu'en bas, en passant par aussi les partenaires sociaux. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de retenir cet item-là. Et ensuite, 2 autres items. Est-ce que vous avez un référent handicap ? Oui ou non. Et on va peut-être, on a eu des retours d'entreprise, on va peut-être un petit peu détailler cette notion de référent handicap. Est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui a un poste dédié ou est-ce que c'est quelqu'un qui occupe cette fonction en fonction, alors qu'il a une autre fonction par ailleurs? Là, c'est les deux, on est bien d'accord. Ce qu'on cherche à savoir, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est référent handicap? Ça peut être son job à temps complet, mais ça peut être aussi une fonction qui est occupée à temps partiel, peu importe. L'idée, là, c'est de savoir s'il y a au sein de l'entreprise un interlocuteur qui est effectivement affiché en tant que référent handicap. Et je pense que la question, c'est vrai qu'il faudra le préciser, elle a vocation à embarquer tout type de situation. Voilà. Ouais. Parfait. Et enfin, donc la dernière question autour de ce premier axe, c'est est-ce que vous avez, on va dire, un plan d'action formalisé, en tous les cas, une convention,
quelque chose qui, sur le champ du handicap, s'apparente en fait, permet de vous projeter, donc s'apparente à une feuille de route. Alors, on a donné des exemples, ça peut être dans le cadre d'un accord, ça peut être dans le cadre d'une convention AGFIP, ça peut être dans le cadre d'une convention FIP. L'idée de cette question, c'est est-ce que vous sortez du one-shot? J'ai besoin d'un fauteuil ergo pour tel collaborateur, j'ai besoin de prothèse auditive pour tel autre, pour vraiment vous donner une vision un peu en transversalité avec des objectifs sur la sensibilisation, sur le recrutement, sur le maintien à minima. Donc, se donner un peu une vision long terme. Et je vous invite vraiment d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas, à vraiment aller dans ce sens-là. Déjà, pourquoi sur le handicap, on ne travaillerait pas de cette façon-là? Les entreprises ont des feuilles de route, des plans d'action sur tous les autres domaines qui sont les leurs. Et puis, par ailleurs, de se donner une feuille de route avec des objectifs en transversalité, c'est un moyen aussi d'ancrer le handicap dans une perspective long terme et que le handicap ne soit pas, parce que c'est parfois un peu le cas, un peu trop lié à la personnalité d'un directeur, d'un DRH qui est sensibilisé et le jour où il part, toute la dynamique s'effondre. Donc, le fait d'avoir une feuille de route qui est pluriannuelle, si la personne part, pour autant, la feuille de route, elle reste en vigueur dans l'entreprise. Et puis, je crois que pour vous, en tant que référent handicap, c'est un moyen aussi de légitimer votre poste et de dire, voilà, être référent handicap, c'est une vraie responsabilité. Et j'ai une feuille de route et je fais du reporting et je montre qu'on avance et je montre qu'il y a encore des choses à faire. Donc, ça, c'est important. Et enfin, quand même, avoir une feuille de route, ça veut dire aussi qu'on en parle au sein de l'entreprise, on diffuse cette feuille de route, ça veut dire qu'il y a forcément un portage aussi de la direction. Et on a encore beaucoup de référents handicap qui nous disent je me sens un peu isolée. Et puis parfois, ma direction ne porte pas vraiment les actions que je peux faire. Quand il y a un plan d'action, quand il est visé au CODIR, quand il est diffusé, quand il est partagé, c'est un moyen pour vous de pouvoir vraiment travailler dans les meilleures conditions et vraiment d'engager et de faire progresser votre entreprise sur le handicap. Voilà. Bien évidemment, l'AGFIP peut vous accompagner dans la mise en œuvre. Je pense que Hugues, c'est ce que tu allais dire. Exactement ce que j'allais dire. Voilà, nous sommes raccords. On a une offre de conseil et d'accompagnement qui est à disposition de tous les employeurs, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, qui souhaitent entrer dans cette phase de construction d'une feuille de route, voilà, avec un diagnostic et la fabrication donc d'un plan d'action. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des délégations régionales de l'AGFIP. Et peut-être pour ceux qui auraient quelques appréhensions par rapport à ces feuilles de route, il faut que ça soit quelque chose de très pratico-pratique et de pragmatique. Quand on parle d'un diagnostic, n'allez pas imaginer 6 mois de diagnostic avec des audits dans tous les sens. Franchement, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est aller chercher les indicateurs chez vous en interne les plus parlants, par exemple le taux d'accident du travail, le taux d'absentéisme, voilà, forcément votre taux d'emploi. Peut-être faire une petite enquête en interne, anonyme, sur quelle est la perception de vos collaborateurs du handicap. C'est toujours des résultats qui sont assez intéressants à regarder. Et puis après, voilà, on se dit, là-dessus, on n'est pas bon. Hop, on se met une feuille de route, des objectifs, voilà, sur cette année, voilà, en N+2, en N+3. Voilà, il faut que ça soit quelque chose qui soit pratico-pratique. C'est comme ça que vous avancerez. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur. C'est vraiment un outil opérationnel. Voilà, il y a des témoignages dans le chat qui confirment que quand on s'engage et qu'on construit quelque chose d'un peu structuré comme ça avec une feuille de route, on progresse. Moi, j'en suis persuadée. Alors ensuite, on arrive à un autre champ qui est celui du recrutement. Donc, sur le recrutement, une première question qui est la question de base, finalement, quel est le pourcentage de salariés ou d'agents pour les employeurs publics en situation de handicap qui ont été recrutés. On parle de tout type de recrutement, CDI, CDD, cadre, non cadre. Donc là, c'est juste un calcul en pourcentage. Une autre question, combien de collaborateurs en situation de handicap issus d'un ESAT ou d'une entreprise adaptée ont été recrutés, que ce soit là aussi en CDD ou en CDI? Pourquoi on pose cette question? C'est aussi pour vous amener à voir les ESAT et les EA comme certes des prestataires qui aujourd'hui travaillent avec vous et avec lesquels vous avez des relations commerciales. Mais les ESAT et les EA peuvent aussi être pour vous des moyens de sourcer de nouveaux collaborateurs. Je rappelle très rapidement que dans le cadre des entreprises adaptées, vous avez les CDD tremplins qui, le nom l'indique,
permettent de faire tremplin. Donc, ça vous permet, sur peut-être des postes en tension sur lesquels vous avez du mal à recruter, d'aller contacter une entreprise adaptée qui est agréée CDD tremplin et de lui dire, voilà, moi, j'ai besoin de profils sur tel champ, vous formez. Donc, l'entreprise adaptée va recruter la personne en CDD tremplin, va la former. Donc, c'est pratiquement une formation de maison pour qu'après, elle fasse tremplin et qu'elle puisse intégrer pleinement votre entreprise. Et s'agissant des ESAT, quelques mots aussi, puisqu'il y a eu un gros plan de transformation cette année qui a été mené avec l'ensemble du secteur pour faire évoluer les ESAT. Et notamment, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce plan qui est quand même assez ambitieux, mais il y a une mesure qui peut être très intéressante pour vous, c'est que désormais, le décret est en train de passer en Conseil d'État. On donne l'autorisation à un travailleur qui est en ESAT de cumuler un temps partiel en ESAT et un temps partiel en milieu ordinaire. Alors, j'ai vu quelques petites remarques qui disaient oui, il y a des directeurs qui ne veulent pas les laisser partir. C'est vrai, il y en a de moins en moins parce que justement, à travers notamment ce plan, on essaye de favoriser les trajectoires professionnelles. Et sachez que c'est des trajectoires professionnelles qui sont sécurisées, puisque s'il y a une rupture de contrat, le travailleur a un droit au retour, donc peut revenir en ESAT. Sur les EA, j'ai oublié de parler des EATT également, donc les entreprises adaptées de travail temporaire qui peuvent être aussi pour vous un moyen de sourcer. On a une quinzaine de mémoires d'EATT en France à aujourd'hui. Une autre question s'agissant de l'alternance. Quel est le pourcentage d'alternance situation de handicap? Donc, quand on parle d'alternance, on parle bien de contrat d'apprentissage et de contrat de professionnalisation. Je ne peux que vous engager à travailler autour de l'alternance. C'est vraiment des leviers vers l'emploi durable. Il y a quand même beaucoup de dispositifs d'aide, que ce soit par la GFIP, par le FIP, dans le cadre du plan France Relance, qui vous permettent aussi que le coût soit moindre. Et je rappelle, même si j'espère ça ne sera pas une découverte pour vous et je ne crois pas, mais ce n'est pas encore suffisamment connu malheureusement, qu'il n'y a pas de plafond d'âge quand on recrute quelqu'un en contrat d'apprentissage quand il est en situation de handicap. Donc, ça peut vous permettre aussi de recruter des apprentis qui ont 40 ans, 45 ans, qui ont eu une première partie de carrière et qui, pour des problématiques liées à leur situation souvent de santé, sont obligés d'envisager une deuxième partie de carrière et une reconversion professionnelle. Donc, c'est intéressant pour vous parce que vous bénéficiez de quelqu'un qui sait déjà ce qu'est le marché du travail puisqu'il a une première partie et puis vous pouvez peut-être vous appuyer aussi sur son expertise qu'il a pu acquérir sur cette première partie de carrière. Enfin, pour clôturer le champ sur le recrutement, vous avez une dernière question autour des stagiaires. Je crois, comme je disais tout à l'heure, que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous développiez dans vos structures. Le recrutement de stagiaires, c'est vraiment… ça permet, de sensibiliser aux diversités de situations de handicap, de vous constituer vraiment un vivier. Je crois que c'est aussi en connaissant les gens qu'on arrive à se faire une idée et qu'on sort aussi des idées reçues. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on a un CV où il y a écrit RQTH, ça peut créer des appréhensions, mais quand on a eu la personne en direct au sein de son entreprise pendant une semaine, 15 jours, un mois, ça peut aussi se dire, mais finalement, il n'y a pas de problème, c'est facile. Je me faisais un monde de cette situation de handicap, mais en fait, non. Donc, vraiment, le recours au stage est vraiment quelque chose qu'il faut de plus en plus développer. Il faut inciter les étudiants à faire la RQTH. Tout à fait. Sachez, je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est quand même très important, que dans la loi autour de la transfo des ESAT, on en a profité pour… permettre en fait aux personnes qui sont identifiées, aux jeunes qui sont identifiés par les MDPH parce que, par exemple, ils ont pu bénéficier d'un plan de personnalisation pour leurs études, d'avoir une RQTH automatique. Donc, tous ces jeunes-là, à partir de 16 ans, n'auront plus à faire le dossier de RQTH qui est souvent un peu fastidieux. Et puis, parfois aussi, on a des jeunes qui n'ont pas envie à 16 ans de faire un dossier, de se faire identifier, ils ont un peu le sentiment d'être stigmatisés. Là, ils n'auront plus à le faire. La RQTH leur arrivera automatiquement. Après, charge à eux de le dire ou pas. Mais en tous les cas, ils ont le document. Ça permettra de répondre aussi à un certain nombre de difficultés, notamment sur l'apprentissage.
avec des employeurs qui disaient bah ouais, mais moi j'ai recruté quelqu'un, j'ai quelqu'un, je veux bien le prendre, sauf qu'il est en situation de handicap, mais il n'a pas CRQTH. Et du coup, il va falloir attendre parfois 4 mois, 5 mois. Et moi, j'ai le contrat d'apprentissage qui doit démarrer tout de suite. Et pour pouvoir bénéficier des différents dispositifs d'aide, il faut qu'il ait une RQTH avérée. Donc ça aussi, ça va permettre de simplifier les choses. C'est effectif, Caroline, ou c'est à venir ça? Parce qu'il y a des questions là, dans le chat autour de ça. Alors, le décret, en fait, ça, c'était une obligation. On était obligé de passer par la loi. Donc, c'est la loi 3DS qui a été promulguée en fin d'année 2021. Et donc, derrière, il y a un décret en Conseil d'État. Donc, le décret a passé toutes les étapes. C'est toujours un peu fastidieux. Il y a plein de commissions. Il l'a passé brillamment. Et dans ce décret, on retrouve… alors non, je suis en train de dire des bêtises. Dans ce décret, on retrouve tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le temps partiel pour les sortants des AT. On retrouve aussi d'autres informations sur le renforcement des droits des travailleurs des AT. S'agissant de la RQTH automatique pour les jeunes de plus de 16 ans qui sont déjà identifiés par la MDPH, c'est dans la loi 3DS, mais il n'y a pas besoin de décret en Conseil d'État. Donc, ça va être effectif là dans les semaines à venir. Il faut qu'on mette ça en opérationnalité auprès des MDPH. Et d'un point de vue légal, il n'y a pas de problème. Bon, ça, c'était effectivement une avancée intéressante. Ouais. On arrive enfin sur l'axe du maintien dans l'emploi, enjeu crucial, comme je le disais tout à l'heure. Là, on a essayé d'être le plus simple possible. Combien de solutions de maintien en emploi ont été mises en œuvre sur l'année qui vient de s'écouler? On a quand même précisé, et c'est redit aussi dans la notice, que quand on parle de solutions de maintien en emploi, l'idée, c'est qu'on soit le plus large possible. Le maintien en emploi, ce n'est pas uniquement pas avec une adaptation de poste ou un aménagement d'horaire. C'est aussi du job coaching, les fameuses plateformes emploi accompagnées. Ça peut être une formation, reconversion. Tout ça participe en fait au maintien en emploi d'un salarié. Donc, voilà, c'est vraiment de façon très exhaustive. Initialement, la question était un peu plus complexe. C'était combien de solutions de maintien en emploi prescrites par les services de santé au travail. On a décidé d'enlever cette précision-là pour être le plus simple possible. Mais bien évidemment, l'idée, c'est quand même de plus en plus, c'est vraiment que les services de santé au travail, les cellules de prévention de la désinsertion soient complètement formés, sensibilisés à tout ce qu'il peut y avoir comme solution en termes de maintien en emploi pour sortir uniquement de aménagement technique, adaptation d'horaire à on ne peut pas faire, bon, bah, je fais un licenciement pour inaptitude derrière. Enfin, ce n'est pas eux qui le font, mais je déclare une inaptitude et voilà. Il y a plein d'autres choses. Quand même 5 minutes, ou enfin peut-être pas 5 minutes, mais 2 minutes sur l'emploi accompagné. On vient de sortir une petite plaquette, elle vient juste d'être finie. Il y a une plaquette aussi qui existe sur le baromètre. On vous l'adressera en même temps qu'on vous adresse ce PowerPoint. On a une plaquette sur l'emploi accompagné, donc je ne vais pas me faire plus long. Prenez connaissance de la plaquette et ayez recours à ces accompagnements spécifiques sur notamment les situations de handicap psychique, de l'autisme, de la déficience intellectuelle, qui sont souvent des handicaps sur lesquels vous avez beaucoup de mal à intervenir parce que c'est des situations complexes. Donc, allez chercher les experts là où ils sont, c'est gratuit en plus. Donc n'hésitez pas. Un avant-dernier axe autour des achats inclusifs. Ça, vous avez l'habitude. C'est toutes les relations partenariales que vous pouvez avoir avec les entreprises adaptées, avec les ESAT, avec aussi les travailleurs handicapés indépendants, on oublie parfois, voire aussi avec les salariés handicapés en portage salarial. Donc, on a essayé d'être le plus large possible. Et ce qu'on vous demande, c'est pas de reprendre ce que vous mettez dans votre déclaration d'emploi. C'est vraiment de façon très simple, le montant de vos achats de biens et services qui a été effectué sur l'année qui vient de s'écouler. Et enfin, dernière question, l'accessibilité numérique. Alors, c'est un sujet qui n'est pas toujours simple parce que vous savez qu'il existe un référentiel, le fameux RG2A, qui parfois est quand même un petit peu lourd aussi pour certaines structures qui sont parfois de taille un petit peu TPE, PME, et RG2A, c'est un peu complexe. Pour autant, c'est le référentiel qui existe, donc c'est pour ça qu'on l'a fait figurer. On vous demande quel est le niveau d'accessibilité de votre site Internet
et quel est le niveau d'accessibilité de vos outils numériques internes. On explique dans la notice qu'est-ce qu'on entend par outils numériques internes. Concrètement, c'est tous vos logiciels métiers et votre intranet. Donc là, on vous demande conforme, partiellement conforme, non conforme. Vous ne savez pas. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui disent « je ne sais pas ». Et donc, on a rajouté un autre indicateur, c'est est-ce que vous avez commencé à travailler autour de l'accessibilité en déployant des premières actions qui peuvent être « je nomme un référent accessibilité » ou je commence à faire des formations sur l'accessibilité numérique. Donc voilà, ça laisse comme ça un petit peu plus de marge pour que tout le monde puisse répondre. Et enfin, on retrouve la dernière case dont parlait Hugues tout à l'heure, qui est à mon sens importante et qu'il ne faut pas négliger, c'est une case libre commentaire. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je crois qu'on a entre-temps, en plus, augmenté la taille de caractère. Moi, je vous invite vivement, pour ceux qui rencontrent des difficultés de sourcing, à pouvoir dire faire un peu un appel aux personnes qui sont en reconversion pro ou qui recherchent un emploi, de leur dire n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire part de vos compétences, sans omettre de dire que vous êtes en situation de handicap. En tous les cas, on n'a pas de souci avec ça chez nous. Avant tout, on recrute des compétences et à faire figurer une adresse mail générique. Peut-être pas un nom avec un mail, parce qu'après, il y a toutes les problématiques de RGPD, mais un mail numérique pour que les personnes puissent adresser leur candidature et faire part de leurs compétences. Plus on a des tailles d'entreprises qui sont grandes et plus parfois on a un risque de ne pas pouvoir bien identifier ces personnes, alors que par ailleurs, quand on porte une politique handicap, on se donne des objectifs de recrutement et on a parfois du mal à faire rencontrer cette offre et cette demande d'emploi. Donc vraiment, servez-vous de cette case pour pouvoir donner cette information. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, peut-être là, vous montrer un peu comment ça se présente. Donc, on présente, comme je vous disais, vous avez les requêtes en haut, secteur d'activité, taille de l'entreprise, nom de l'entreprise. Je crois qu'on va mettre bientôt aussi la partie localisation. Donc, comme je vous disais, hein, c'est vraiment un outil qui est évolutif, il est tout nouveau, donc il va progresser aussi lui aussi dans le temps. Et là, vous voyez, vous avez des fiches par structure et on retrouve les données qui ont été remplies. Alors, je crois que je suis même sûre que dans la notice, on dit en gros, ne restez pas bloqué sur un item quand vous ne savez pas y répondre et passez à la question suivante. Même si vous en convenez, je pense que tous les items qu'on a balayés ensemble depuis tout à l'heure sont quand même pas très compliqués. On a mis ça pour ne pas bloquer les entreprises. Ça me gêne par contre quand je vois non renseigné, non renseigné, non renseigné. Donc voilà, faites quand même essayer de faire l'effort de chercher l'information. Et puis peut-être que le non renseigné, c'est justement, on ne fait pas cette recherche-là. Par exemple, je vois Hermès, le nombre de recrutements qui proviennent d'un ESAT. Ça peut être l'occasion justement de mettre en place de nouveaux indicateurs pour regarder un peu comment vous vous positionnez par rapport à cet item-là. Donc voilà comment ça se profile aujourd'hui, en sachant que demain, l'idée, ça sera qu'on puisse faire des requêtes croisées aussi, ce qui n'est pas encore le cas encore tout à fait aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, peut-être, employeur, à vous de jouer. Je crois que ce qui est important, employeur, à vous de jouer, c'est qu'on a eu de gros débats pour savoir est-ce que il faut qu'on rende obligatoire ce baromètre. Le choix a été de dire non, on ne le rend pas obligatoire parce que justement, le handicap, on en parle déjà trop comme une obligation. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les entreprises, les employeurs passent de l'obligation à l'envie. Par contre, la contrainte et le challenge qui est le vôtre, qui est le nôtre, c'est que dès lors qu'on ne le rend pas obligatoire, si personne ne le remplit, il va péricliter cet outil. Donc vraiment, je vous invite à vous approprier cet outil, à faire figurer vos données.
Il y a encore peu d'entreprises parce qu'on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On l'a lancé il y a 3 semaines. Voilà. Mais les webinaires qu'on multiplie là avant la fin de la mandature en travaillant avec tous nos réseaux permettra, je l'espère, que vous soyez de plus en plus nombreux à pouvoir valoriser tout ce que vous faites. Et Dieu sait que il y a beaucoup de choses qui se font au niveau des employeurs publics et privés sur le champ du handicap. Alors, dans les petites questions qu'on voit passer, donc ce baromètre sera donc accessible à tout salarié en recherche d'une entreprise. Oui, c'est véritablement un des enjeux, donc, de faire en sorte que l'information arrive auprès des personnes en situation de handicap qui cherchent donc du travail, et qu'elles puissent rentrer en contact avec des entreprises qui sont engagées, actives, accueillantes, et qui sont prêts donc à l'afficher à travers ce baromètre. C'est effectivement un enjeu très important. Il y a une question autour de la saisie des données. Alors, qui a accès à la saisie? Et là, c'est à l'entreprise de s'organiser, hein, Caroline, parce Oui, que évidemment, complètement. Nous, on tout ne le monde rentre n'a pas, pas. voilà. Voilà, en fait, en plus, selon les tailles d'entreprise, la gestion, on va dire, du handicap, forcément, elle est différente quand on a un grand groupe avec une grosse mission handicap, quand on a un employeur public, quand on est une TPE, une PME. Donc, voilà, nous, je pense que parfois, ça va être le référent handicap. Parfois, il devra faire valider peut-être parce que c'est quand même des informations qu'on rend publiques. Donc, je pense qu'il y aura une validation peut-être des RH. À d'autres moments, ça va être la RH qui saisit directement. Nous, là-dessus, je suis un peu fatiguée, c'est la fin du mandat. Voilà, vous êtes Non, libre. mais Voilà. voilà, exactement. Alors, et ça croise aussi une autre question qui est: est-ce qu'il y a des justificatifs à produire? La Non, réponse est non. du tout. C'est du déclaratif. Voilà, c'est fait pour que justement ça soit rempli facilement. Alors évidemment, il faut avoir accès aux données. C'est pour ça que finalement, c'est pas n'importe quel collaborateur de l'entreprise qui sera en capacité de le remplir. Mais par contre, comme on a voulu quelque chose de simple, il n'y a pas de justificatif à produire, et c'est bien basé sur du déclaratif. L'objet, c'est pas de faire du contrôle. Il y a d'autres cadres, hein, évidemment, pour cela. Ça n'est pas la déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés qui passe désormais avec la DSN et tout ça auprès de l'URSSAF. C'est pas du tout l'objet ni l'enjeu. C'est bien un enjeu d'engagement, d'affichage et de faire savoir. Et comme ça a été rappelé au début, ça joue sur beaucoup de registres, hein. On est dans une période de métiers en tension, donc je pense que c'est important de faire connaître auprès de ce vivier de candidats que représentent les personnes en situation de handicap le fait qu'on est prêt à les accueillir. Ça joue sur la marque employeur. Et c'est vrai, comme l'a rappelé Caroline tout à l'heure, qu'on a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui sont très attentifs à ces sujets, hein, et qui cherchent à travailler dans des entreprises qui sont engagées sur tout un tas de champs, dont celui évidemment du handicap. Alors, est-ce qu'il y a un Je lien crois avec que Activateur de dans les progrès? évolutions, oui, Oui. juste sur la partie données, dans les évolutions là qui doivent être, qui sont en cours, parce que je crois que ça ne figurait pas, on demande quand même l'identité de la personne qui saisit pour s'assurer que ce n'est pas n'importe qui saisit. Voilà, alors après, on nous demande si il y a un lien avec activateur de progrès. Alors, quand on est activateur de progrès et donc qu'on concourt au prix activateur de progrès, ça veut dire qu'on est engagé, et donc évidemment, on a vocation à remplir le baromètre. Alors, il n'y a pas d'automaticité entre les deux, mais évidemment, c'est le même esprit, si je puis dire. Oui, et d'ailleurs, peut-être préciser que pour les employeurs qui sont engagés avec le FIP ou la GFIP dans le cadre justement d'un accompagnement, ça paraît logique que l'entreprise qui est en train de travailler un diagnostic ou un plan d'action avec la GFIP puisse s'inscrire dans cette dynamique parce que ça participe complètement du pilotage de sa feuille de route. Donc, bien sûr, ni la GFIP ni le FIP va le mettre de façon là aussi obligatoire, puisque ce n'est pas le sens du baromètre. Une fois de plus, on est sur la base du volontariat. Mais pour autant, voilà, ça sera forcément proposé par le FIP et la GFIP aux employeurs avec lesquels ils travaillent. Et donc, est-ce qu'il y a un lien sur
que le baromètre s'affiche sur le site activateur de progrès. Alors, c'est déjà le cas sur le site AGFIP. Alors oui, pourquoi pas, on pourra aussi le mettre sur le site activateur de progrès. C'est pas un souci. Alors peut-être dire aussi que, évidemment, c'est complémentaire à d'autres outils. Ça a été rappelé, hein, quand vous arrivez sur le portail, vous pouvez avoir accès notamment à l'autodiagnostic. Là, c'est plus complet. Il y a plus d'items, et puis surtout, ça a vocation à produire une forme de radar pour identifier justement les axes sur lesquels on peut progresser, soit tout seul, soit en rentrant en contact avec des conseillers, notamment la GFIP. Donc effectivement, le baromètre, il est bien complémentaire, puisque l'autodiagnostic, il a vocation à faire une photographie finalement sur un certain nombre d'axes et à identifier les marges de progrès. Le baromètre, comme ça a été rappelé, il y a vraiment son objet premier. C'est de mobiliser en interne autour, hein, parce que effectivement, mais c'est bien sûr d'afficher que l'entreprise, elle est engagée, active, et quel que soit son taux d'emploi. Je crois que c'est important, on l'a dit, hein, on l'a rappelé, on peut avoir un plan d'action avec un taux d'emploi qui peut-être est faible pour tout un tas de raisons, et ça n'empêche pas, bien entendu, et bien au contraire, qu'il y ait une volonté d'agir et de progresser, et c'est bien ça qui va être pris en compte, et c'est ça qui sera affiché, c'est-à-dire une entreprise peut avoir un taux d'emploi qui est relativement bas, mais pour autant, effectivement, être engagé, actif, et faire en sorte justement qu'il progresse. De la même façon, il n'y a pas que le taux d'emploi. On peut avoir aussi une entreprise qui démarre juste sur l'apprentissage et qui a du coup pour le moment aucun apprenti en situation de handicap, par exemple. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est justement de pouvoir dire, mais on est ouvert à et on est en train d'avancer vers. Voilà. Absolument. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors que, comme l'a rappelé Caroline, ça démarre, donc on ne peut que vous inciter évidemment à utiliser cet outil, à renseigner le baromètre. Il est complémentaire à d'autres, et puis évidemment pour ceux qui souhaitent aller plus loin, à rentrer en contact avec tous ceux qui peuvent vous aider, vous accompagner voilà, à progresser, à agir très, très, très concrètement, à utiliser les outils qui sont mis à votre disposition. Il y en a beaucoup, évidemment, du côté AGFIP, mais pas que. Et donc, tout ce qui permet justement de faire vivre très concrètement ce sujet emploi et handicap dans les entreprises. Et puis, bien sûr, les référents handicap, j'ai vu qu'il y avait des petites questions autour de la professionnalisation des référents handicap. Le réseau des référents handicap est là pour ça, hein. L'échange entre pairs permet de se professionnaliser. Nous avons des modules pro entreprises, et il y a aussi des formations universitaires sur ce registre. Bon, donc il y a des outils pour agir et pour avancer. Peut-être un petit mot de conclusion, Caroline? Le mot de conclusion, ce sera je compte sur vous. C'est un outil, moi je trouve, qui a tout son intérêt. Je pense que libérer la parole, c'est vraiment essentiel sur le handicap. Il faut que ça devienne un sujet dont on parle sans aucune crainte. Et je pense que cet outil va y participer vraiment. Mais une fois de plus, il pourra y participer que si chacun en fait joue ce jeu et rentre dans cette dynamique. Donc vraiment, je compte sur vous pour que dès demain, on est encore, oui, c'est vendredi demain, donc dès demain, je vais regarder combien il y a de personnes, combien d'entreprises qui auront rempli Demain, c'est leur samedi, clause. Caroline. Aujourd'hui, c'est Ah oui, vendredi. c'est aujourd'hui vendredi. Oh non, mais je suis complètement déphasée. Donc, alors, vous avez le week-end, c'est encore mieux, vous avez 2 Voilà. jours. Donc, dès lundi, j'espère qu'on aura cassé la baraque et qu'on aura beaucoup plus d'entreprises présentes sur ce nouvel outil. En tout cas, merci à tous de votre mobilisation et je sais que vous étiez nombreux ce matin. Eh bien oui, voilà. Merci beaucoup de votre participation et de votre mobilisation sur le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, à très bientôt pour... Et on vous envoie et le PowerPoint et la plaquette sur le baromètre. Voilà. Et puis, bien sûr, d'autres informations complémentaires. N'hésitez pas à rentrer en contact avec les collaborateurs de la GFIP sur les territoires qui sont là pour vous apporter tous les éléments de réponse complémentaires. Voilà. Merci beaucoup. On va se souhaiter donc un bon week-end, puisque nous sommes effectivement vendredi. Et puis, et puis à très bientôt, voilà, pour la suite. Merci.
Merci.